Dans un monde qui ne cesse de se complexifier, la notion de simplicité, Pu, enseignée par le Tao Te Ching, résonne avec une pertinence particulière. Ce concept, souvent traduit par bois non travaillé ou simplicité naturelle, représente bien plus qu'une simple absence de complexité. Il incarne une sagesse profonde qui peut transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. La simplicité dont parle Lao Tse n'est pas celle du simplisme ou de la privation. Elle est plutôt semblable à celle d'un arbre qui, sans artifice, déploie naturellement ses branches vers le ciel, tout en maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol. C'est un état naturel qui précède toute sophistication, toute élaboration sociale ou culturelle. Dans les mots du sage, « Je n'ai que 3 trésors que je garde et préserve. » Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette trinité forme le cœur de la simplicité taoïste. Le retour à l'état naturel qu'évoque le Pu nous invite à un voyage paradoxal, celui du désapprentissage. Notre société moderne nous a habitués à accumuler connaissances, biens et expériences, considérant souvent que l'addition constante constitue la voie du progrès. Le Tao Te Ching propose une direction radicalement différente, celle de la soustraction éclairée. Comme l'eau qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, la simplicité nous guide vers notre nature essentielle en éliminant ce qui l'obscurcit. Cette quête de simplicité s'exprime d'abord dans notre rapport aux choses matérielles. La frugalité, deuxième trésor mentionné par Lao Tse, ne doit pas être comprise comme une austérité forcée, mais comme une liberté reconquise. Chaque objet que nous possédons réclame une part de notre attention, de notre énergie, de notre liberté. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Le sage taoïste ne se demande pas tant ce qu'il peut acquérir que ce dont il peut se libérer. L'authenticité, dimension fondamentale du Pu, émerge naturellement de cette simplification. Quand nous cessons de nous cacher derrière les masques sociaux et les artifices du paraître, notre vraie nature peut s'exprimer librement. Le Tao Te Ching nous enseigne que cette authenticité est comme l'eau pure, transparente, fluide, nourrissante. Elle ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Elle existe simplement pleinement. La compassion, premier des 3 trésors, découle naturellement de cette authenticité retrouvée. Quand nous sommes en paix avec notre propre nature, nous pouvons véritablement nous ouvrir à l'autre. Cette compassion n'est pas un effort moral, mais une expression naturelle de notre connexion fondamentale avec tous les êtres. Elle simplifie profondément nos relations en les libérant des jeux de pouvoir et des manipulations subtiles qui caractérisent souvent les interactions sociales. L'humilité, troisième trésor, couronne cette pratique de la simplicité. Elle n'est pas une posture de fausse modestie, mais la reconnaissance lucide de notre place dans le grand tout. Comme le dit Lao Tse, le sage se met en arrière et se trouve devant. Il s'oublie lui-même et se conserve. Cette humilité simplifie notre rapport au monde en nous libérant du besoin constant de nous affirmer, de nous comparer, de nous justifier. Dans notre époque marquée par la surcharge informationnelle, la course à la performance et l'hypercomplexité des relations sociales, le Pu offre une voie de libération. Il nous rappelle que la vraie sophistication réside parfois dans le retour à la simplicité. Comme un jardin zen, dont chaque élément est soigneusement choisi pour créer un espace de contemplation,
La simplicité taoïste nous invite à créer dans nos vies un espace où l'essentiel peut respirer. Cette simplicité n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans nos choix les plus ordinaires. Préférer le silence au bruit, l'être au paraître, l'authentique au sophistiqué. Elle nous invite à nous demander régulièrement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui nourrit véritablement notre être? La simplicité du pu représente peut-être l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Tao Te Ching pour notre époque. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et à savourer l'essentiel. Dans un monde qui court après toujours plus de complexité, le retour à la simplicité pourrait bien être la voie la plus sage et paradoxalement la plus sophistiquée, vers une vie pleine et authentique. Le vide est souvent perçu comme une absence à combler, un manque à remplir. Le Tao Te Ching propose une vision radicalement différente à travers le concept de Kong, où le vide devient non plus une absence stérile, mais une présence féconde, non plus un défaut à corriger, mais une vertu à cultiver. Lao Tse nous offre cette image saisissante. 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. Cette métaphore, d'une simplicité trompeuse, contient une profonde sagesse. Elle nous révèle que l'utilité des choses réside souvent non pas dans leur matérialité, mais dans l'espace vide qu'elles délimitent. Comme le moyeu du char qui ne peut remplir sa fonction que grâce au vide en son centre, notre existence trouve son sens non pas dans l'accumulation, mais dans les espaces de possibilités que nous savons préserver. Cette sagesse se manifeste dans d'innombrables aspects de la vie quotidienne. Considérons une maison. Ce ne sont pas les murs qui la rendent habitable, mais l'espace vide qu'ils délimitent. Un vase n'est utile que par son vide intérieur capable d'accueillir. Une partition musicale ne prend vie que par les silences qui ponctuent les notes. Le vide n'est pas une absence de quelque chose, mais la condition même de la présence et de l'utilité. Le Kong nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au monde. Dans une société obsédée par l'accumulation et la possession, où le succès se mesure souvent à la quantité de ce que l'on possède ou produit, le vide apparaît comme une sagesse subversive. Il nous rappelle que la vraie richesse peut résider dans ce que nous choisissons de ne pas remplir, dans les espaces que nous préservons délibérément. Cette conception du vide s'étend à notre vie intérieure. La pratique de la méditation, si centrale dans la tradition taoïste, ne consiste pas à remplir l'esprit de pensées positives ou de visualisations complexes, mais à créer un espace de vacuité où la conscience peut s'épanouir naturellement. Comme le dit un autre passage du Tao Te Ching, « Vide ton esprit de tout souci, garde ta paix intérieure. Malgré l'activité des êtres, observe leur retour. » Le lâcher-prise, aspect essentiel du Kong, ne doit pas être compris comme une forme de passivité ou de résignation. C'est au contraire une pratique active et consciente qui demande souvent plus de courage que l'action. Lâcher prise, c'est faire confiance au vide. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, planifié, organisé. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'atteindre un objectif est de créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse se manifester naturellement. Dans nos relations interpersonnelles, le Kong nous enseigne la valeur des espaces non remplis. Une conversation profonde n'est pas faite que de mots, mais aussi des silences qui permettent à la compréhension de s'installer. Une relation saine nécessite des espaces de solitude, des moments où rien n'est demandé ni donné.
Ces vides ne sont pas des ruptures dans la relation, mais des respirations qui lui permettent de s'approfondir. La puissance du vide se manifeste également dans notre rapport au temps. Dans une époque où chaque minute doit être productive, où les agendas sont saturés d'activités, le Kong nous invite à préserver des plages de temps non planifiées. Ces moments apparemment vides sont souvent ceux où émerge la créativité, l'intuition, la compréhension profonde. Comme le dit un proverbe zen, médite pendant 20 minutes chaque jour, sauf si tu es trop occupé. Dans ce cas, médite 1 heure. Le vide dont parle le Tao Te Ching n'est pas un néant absolu, mais un champ de potentialité. C'est l'espace où tout devient possible, le terreau fertile où peut germer l'inattendu. Dans le processus créatif, par exemple, les moments de vide apparents, ce que nous appelons parfois le blocage de l'écrivain ou la page blanche, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des phases nécessaires de gestation. Cette conception du vide a des implications profondes pour notre époque. Face aux crises écologiques, elle nous invite à considérer que la solution n'est peut-être pas dans l'ajout de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources, mais dans la préservation d'espaces vides, tant physiques que temporels. Face à l'anxiété généralisée, elle suggère que la paix ne se trouve pas dans l'accumulation de sécurités externes, mais dans l'acceptation du vide intérieur. La vertu du vide nous enseigne finalement une forme de sagesse paradoxale. C'est en cessant de vouloir tout remplir, tout contrôler, tout posséder, que nous accédons à une plénitude plus authentique. Comme l'eau qui prend la forme du vase qui la contient, notre vie s'épanouit dans les espaces que nous savons préserver vides. Le Kong n'est pas une philosophie de la privation, mais une voie vers une richesse plus subtile, où l'absence devient présence et où le vide se révèle plénitude. Dans la pensée philosophique chinoise, le concept de Wu Wei se dresse comme un pilier central, offrant une perspective unique sur l'existence humaine et notre relation avec le cosmos. Souvent traduit par non-agir ou action sans effort, le Wu Wei transcende ces simples définitions pour incarner une philosophie complexe de l'être et de l'action. À travers les écrits des grands penseurs taoïstes et leurs interprétations modernes, nous pouvons explorer la richesse de ce concept et sa pertinence surprenante dans notre monde contemporain. Pour comprendre pleinement le Wu Wei, il faut d'abord saisir la vision taoïste du monde. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, représente le principe fondamental de l'univers, l'ordre naturel des choses. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, écrit « Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. » Cette cosmogonie place le Wu Wei non pas comme une simple technique, mais comme un alignement profond avec les forces primordiales de l'univers. Dans cette optique, le Wu Wei devient une expression de l'harmonie cosmique. Zhuangzi, élaborant sur cette idée, présente le concept de Xiao Yao Yu, ou libre et facile errance, un état où l'individu se déplace dans le monde avec la même aisance et naturalité que les éléments de la nature. Il illustre cela à travers l'histoire du boucher Ding, qui découpe un bœuf avec une telle maîtrise qu'il semble danser avec la carcasse, son couteau trouvant naturellement les interstices entre les os et les tendons. Cette parabole ne parle pas simplement de compétences techniques, mais d'une communion profonde avec la nature intrinsèque des choses. Le Wu Wei se pose en critique directe de l'action forcée et de la volonté excessive, si souvent valorisée dans les sociétés modernes. Lao Tse avertit « Celui qui agit échoue, celui qui s'approprie perd ». Cette perspective remet en question notre obsession contemporaine pour le contrôle et l'accomplissement dirigé.
Le philosophe taoïste Liezi va plus loin en comparant l'homme sage à une feuille flottant sur l'eau, se laissant porter par les courants sans résistance. Cependant, il serait erroné d'interpréter le Wu Wei comme une invitation à la passivité ou à l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde des processus naturels. Comme l'explique le sinologue François Julien, le Wu Wei implique une transformation silencieuse, où l'efficacité découle non pas d'actions brusques et visibles, mais d'une influence subtile et continue, à l'image de l'eau qui, par sa constance, parvient à éroder la pierre la plus dure. La spontanéité, Ziran, est un aspect crucial du Wu Wei, souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une impulsivité irréfléchie, mais d'une action qui émerge naturellement d'un état d'harmonie avec le Tao. Zhuangzi illustre cela à travers l'histoire du nageur qui survit à une chute dangereuse dans une cascade, non par calcul ou technique, mais en se laissant porter par les courants. Cette spontanéité n'est pas innée, mais cultivée à travers une pratique assidue et une compréhension profonde. Le philosophe contemporain Alan Watts, dans son interprétation du taoïsme, compare cette spontanéité à la grâce naturelle d'un chat. Le félin ne calcule pas ses mouvements. Il agit avec une fluidité parfaite qui émerge de sa nature même. Pour l'être humain, atteindre un tel état implique paradoxalement un processus de désapprentissage, se défaire des rigidités mentales et comportementales accumulées pour retrouver une forme de spontanéité originelle. Imaginez un expert en arts martiaux face à un adversaire. Ses mouvements semblent fluides, presque sans effort, et pourtant ils sont incroyablement efficaces. C'est parce que l'expert ne pense pas à chaque mouvement. Il agit à partir d'un état de présence totale et de connexion avec le moment présent. C'est une illustration parfaite de la non-action dans l'action. Pour cultiver cet art dans votre vie quotidienne, commencez par des tâches simples et familières. Lorsque vous effectuez une activité routinière, comme faire la vaisselle ou jardiner, essayez de vous immerger complètement dans l'expérience. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder ou de vous précipiter pour terminer la tâche, portez toute votre attention sur chaque mouvement, chaque sensation. Observez comment votre corps se déplace naturellement, comment vos mains savent quoi faire, sans que vous ayez besoin de les diriger consciemment. C'est un exemple de Wu Wei à petite échelle. Avec la pratique, vous pouvez étendre cette qualité de présence et de fluidité à des activités plus complexes. Dans votre travail, essayez de trouver des moments où vous entrez dans un état de flux, où le temps semble s'arrêter et où l'action se déroule avec une aisance naturelle. Ces moments sont des aperçus du Wu Wei en action. Notez les conditions qui favorisent cet état. Peut-être un environnement calme, un niveau de défi approprié ou une passion pour ce que vous faites. L'art de la non-action dans l'action implique aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, la meilleure réponse à une situation est de ne rien faire du tout, de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Cela demande du discernement et de la patience, mais peut souvent mener à des résolutions plus harmonieuses que l'intervention forcée. L'un des aspects les plus profonds du Wu Wei est son implication dans la transformation du soi. Contrairement aux approches occidentales qui mettent souvent l'accent sur l'affirmation et le renforcement de l'ego, le Wu Wei suggère une dissolution des frontières rigides du soi. Zhuangzi parle de « s'asseoir dans l'oubli ». Zhuo Wang, un état méditatif où les distinctions artificielles, y compris celles entre le soi et le non-soi, se dissolvent. Cette perspective offre une alternative fascinante aux modèles psychologiques occidentaux du développement personnel. Plutôt que de chercher à construire un soi plus fort ou plus résilient,
le Wu Wei invite à une forme de lâcher-prise, à une ouverture à l'expérience qui transcende les limites habituelles de l'identité. Le philosophe contemporain Byung-Chul Han voit dans cette approche une réponse potentielle à l'épuisement et à l'aliénation caractéristiques de nos sociétés hyperactives. La beauté du Wu Wei réside dans sa capacité à s'appliquer à tous les domaines de la vie. Dans l'art chinois traditionnel, par exemple, la peinture à l'encre, Shui Mo Hua, incarne les principes du Wu Wei. L'artiste ne cherche pas à imposer sa vision, mais à laisser l'encre se répandre naturellement sur le papier, guidant subtilement son flux pour révéler les formes latentes. Cette approche contraste fortement avec l'idée occidentale de l'artiste luttant pour imposer sa vision sur la toile. En politique, le concept de Wu Wei a influencé la notion de gouvernance vertueuse. Lao Tse écrit « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson », suggérant qu'une intervention trop active peut être contre-productive. Cette idée de gouvernance minimale, où le dirigeant crée simplement les conditions pour que l'ordre naturel s'épanouisse, offre un contrepoint intéressant au modèle politique interventionniste moderne. Dans la vie quotidienne, le Wu Wei invite à une réévaluation de nos habitudes et de nos relations. Il suggère une approche de la vie où l'on navigue les défis non par la force brute ou la résistance, mais par l'adaptabilité et la compréhension profonde. Cela peut se traduire par une approche plus intuitive de la résolution de problèmes, une communication plus authentique et moins forcée, ou une gestion du temps qui respecte les rythmes naturels plutôt que de les combattre. Dans notre ère d'hyperconnexion, de changements rapides et d'incertitudes croissantes, face à la surcharge d'informations et à l'accélération constante de nos vies, l'idée d'une action efficace née de la non-action peut sembler paradoxale, mais elle offre une voie vers une forme de résilience et d'adaptabilité profonde. Dans un monde où la planification à long terme devient de plus en plus difficile, la capacité à agir en harmonie avec les circonstances changeantes, plutôt que de lutter contre elles, devient une compétence cruciale. Cela ne signifie pas abandonner toute forme de planification ou d'effort, mais plutôt développer une flexibilité et une réceptivité qui permettent une navigation plus fluide des complexités de la vie moderne. Il nous rappelle notre interconnexion fondamentale avec le monde naturel et suggère une approche de la durabilité basée non pas sur la domination de la nature, mais sur l'alignement avec ses processus. Après avoir exploré les fondements philosophiques du Wu Wei, il est naturel de se demander comment appliquer concrètement ce concept dans notre vie quotidienne. Comment cultiver cet état d'action sans effort dans un monde qui semble valoriser constamment l'effort et le contrôle? Il est crucial de comprendre que le Wu Wei n'est pas une compétence à acquérir au sens traditionnel du terme, mais plutôt un état d'être à cultiver. Comme le dit Zhuangzi, le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. Cette image du miroir est particulièrement éclairante. Le Wu Wei ne consiste pas à forcer un état particulier, mais à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent. La méditation est un outil fondamental pour développer l'état d'esprit du Wu Wei. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement de la méditation formelle, telle qu'on la conçoit souvent en Occident. Le taoïsme propose des pratiques comme le Zhuo Wang, s'asseoir et oublier, mentionné par Zhuangzi. Il illustre cette idée en disant « Le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit,
mais ne garde pas. Cette métaphore du miroir est particulièrement éclairante pour comprendre la nature du wu-wei. Un miroir reflète fidèlement ce qui se présente devant lui, sans discrimination ni attachement. De la même manière, la pratique du wu-wei nous invite à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent, sans résistance ni forçage. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par une attitude d'ouverture face aux événements, une capacité à percevoir les situations sans les juger immédiatement comme bonnes ou mauvaises. Par exemple, face à un changement inattendu de plan, au lieu de réagir avec frustration ou anxiété, on pourrait observer la situation avec curiosité, se demandant quelles nouvelles possibilités pourraient émerger de ce changement. Il est important de noter que le wu-wei ne signifie pas la passivité ou l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde de la nature des choses. C'est l'action qui émerge naturellement lorsqu'on est en harmonie avec le Tao, le flux naturel de l'univers. Pour commencer à intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer l'observation sans jugement. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer votre environnement, vos pensées, vos émotions, sans chercher à les changer ou à les qualifier. Simplement, observez-les comme le ferait un miroir, reflétant sans s'attacher. Cette pratique simple mais puissante peut progressivement vous aider à cultiver l'état d'esprit du wu-wei. Aux racines même de la pensée et du sentiment chinois se trouve le principe de polarité, à ne pas confondre avec les idées d'opposition ou de conflit. Dans les métaphores d'autres cultures, la lumière est en guerre avec l'obscurité, la vie avec la mort, le bien avec le mal et le positif avec le négatif, et ainsi un idéalisme visant à cultiver le premier et à se débarrasser du second fleuri dans une grande partie du monde. Pour la pensée chinoise traditionnelle, c'est aussi incompréhensible qu'un courant électrique sans pôle positif et négatif, car la polarité est le principe selon lequel le plus et le moins, le nord et le sud, sont des aspects différents d'un même système, et la disparition de l'un d'eux entraînerait la disparition du système. Les personnes élevées dans l'aura des aspirations chrétiennes et hébraïques trouvent cela frustrant, car cela semble nier toute possibilité de progrès, un idéal qui découle de leur vision du temps et de l'histoire. En effet, toute l'entreprise de la technologie occidentale consiste à faire du monde un endroit meilleur, avoir du plaisir sans douleur, de la richesse sans pauvreté et de la santé sans maladie. Mais, comme il devient évident aujourd'hui, nos efforts violents pour atteindre cet idéal avec des armes telles que la pénicilline, l'énergie nucléaire, le transport automobile, les ordinateurs, l'agriculture industrielle, les barrages et l'obligation légale pour tous d'être superficiellement bons et en bonne santé créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Nous avons interféré avec un système complexe de relations que nous ne comprenons pas. Et plus nous en étudions les détails, plus il nous échappe en révélant encore plus de détails à étudier. Alors que nous essayons de comprendre et de contrôler le monde, il nous fuit. Au lieu de s'irriter de cette situation, un taoïste se demanderait ce qu'elle signifie. Qu'est-ce qui se retire toujours lorsqu'on le poursuit? Réponse: vous-même. En chinois, les deux pôles de l'énergie cosmique sont le yang, positif, et le yin, négatif. Les idéogrammes indiquent les côtés ensoleillés et ombragés d'une colline, et ils sont associés au masculin et au féminin, au ferme et au souple, au fort et au faible, à la lumière et à l'obscurité, au levant et au couchant, au ciel et à la terre, et ils sont même reconnus dans des choses quotidiennes comme la cuisine, comme le piquant et le fade. Ainsi, l'art de la vie n'est pas vu comme le fait de s'attacher au yang et de bannir le yin, mais de maintenir les deux en équilibre, car l'un ne peut exister sans l'autre. Lorsqu'on les considère comme le masculin et le féminin,
la référence ne porte pas tant sur les individus de sexe masculin et féminin que sur des caractéristiques qui dominent, mais ne se limitent pas à chacun des deux sexes. Ils sont donc comme les faces différentes, mais inséparables, d'une pièce de monnaie, l'épaule d'un aimant, ou le pouls, et l'intervalle dans toute vibration. Il n'y a jamais la possibilité ultime que l'un l'emporte sur l'autre, car ils ressemblent plus à des amants en lutte qu'à des ennemis qui se battent. Mais il est difficile, dans notre logique, de voir que l'être et le non-être sont mutuellement générateurs et mutuellement solidaires, car la grande et imaginaire terreur de l'homme occidental est que le néant sera la fin permanente de l'univers. Nous ne comprenons pas facilement l'idée que le vide est créateur, et que l'être naît du non-être, comme le son du silence et la lumière de l'espace. Le principe du yin et du yang est que les quelque chose et les riens, les uns et les zéros, les solides et les espaces, ainsi que les éveils et les sommeils et les alternances d'existence et de non-existence, sont mutuellement nécessaires. Comment, pourrait-on se demander? Sauriez-vous que vous êtes vivant si vous n'aviez jamais été mort? Comment parler de réalité ou d'être sinon dans le contexte de l'appréhension polaire du vide? Le principe du yin et du yang n'est donc pas ce que nous appellerions habituellement un dualisme, mais plutôt une dualité explicite exprimant une unité implicite. Considérez que lorsque nous sommes sur le point de prendre des décisions, nous rassemblons généralement autant d'informations que possible. Mais souvent, elles sont tellement ambivalentes que nous en sommes réduits à lancer une pièce de monnaie, qui peut dire oui ou non, faites ou ne faites pas. Y aurait-il un avantage à avoir, pour ainsi dire, une pièce de monnaie à 64 faces? L'hexagramme dessiné ci-dessus pourrait dire non, oui, non, oui, non, oui. Il faut également noter comme une caractéristique curieuse du I Ching qu'il n'y a pas d'hexagramme absolument bon ou mauvais dans sa série cyclique. Cela peut être illustré par l'histoire taoïste d'un fermier dont le cheval s'est enfui. Le soir même, les voisins se sont réunis pour compatir avec lui, car c'était une si mauvaise chance. Il a dit « peut-être ». Le lendemain, le cheval est revenu, mais il a ramené 6 chevaux sauvages, et les voisins sont venus s'exclamer sur sa bonne fortune. Il a dit « peut-être ». Puis, le lendemain, son fils a essayé de seller et de monter l'un des chevaux sauvages, a été projeté et s'est cassé la jambe. Les voisins sont venus à nouveau lui offrir leur sympathie pour ce malheur. Il a dit « peut-être ». Le jour suivant, des officiers de conscription sont venus au village pour saisir des jeunes hommes pour l'armée, mais à cause de sa jambe cassée, le fils du fermier a été rejeté. Lorsque les voisins sont venus dire combien tout s'était bien passé par miracle, il a dit « peut-être ». La vision yin-yang du monde est d'une sérénité cyclique. La fortune et le malheur, la vie et la mort, à petite ou à grande échelle, vont et viennent éternellement sans commencement ni fin. Et tout le système est protégé de la monotonie par le fait que, de la même manière, le souvenir alterne avec l'oubli. C'est le bien du bien et du mal. Hasegawa Saburo, l'artiste japonais, m'a raconté que lorsqu'il était à Pékin avec les envahisseurs japonais en 1936, il observait les yeux des foules chinoises, l'expression résignée, cynique, et légèrement amusé qui semblait dire « On a déjà vu des gens comme vous, et vous aussi vous partirez ». Et il imitait cette expression avec son propre visage. S'il y a quelque chose de fondamental dans la culture chinoise, c'est une attitude de confiance respectueuse envers la nature et la nature humaine, malgré les guerres, les révolutions, les exécutions de masse, la famine, les inondations, les sécheresses et toutes sortes d'horreurs. Il n'y a rien dans leur philosophie qui ressemble à la notion de péché originel ou au sentiment bouddhiste, Theravada, que l'existence elle-même est un désastre. La philosophie chinoise, qu'elle soit taoïste, confucéenne ou, on l'espère, même maoïste, part du principe de base que si vous ne pouvez pas faire confiance à la nature et aux autres, vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même, vous ne pouvez même pas faire confiance à votre méfiance envers vous-même, de sorte que sans cette confiance fondamentale dans le système entier de la nature, vous êtes simplement paralysé.
Ainsi, Lao Tzu fait dire aux sages, en tant que souverain, « Je n'agis pas, et les gens se réforment. Je jouis de la paix, et les gens deviennent honnêtes. Je n'use pas de force, et les gens deviennent riches. Je n'ai pas d'ambition, et les gens retournent à la vie bonne et simple. » Un yin et un yang s'appellent le Tao. L'union passionnée du yin et du yang et la copulation du mari et de la femme sont le modèle éternel de l'univers. Si le ciel et la terre ne se mêlaient pas, d'où tout recevrait-il la vie? Le problème pratique de la vie n'était pas de laisser leur match de lutte échapper à tout contrôle. Ce n'est que récemment que les Chinois ont fixé leur cœur sur une sorte d'utopie, mais cela doit être compris comme la réaction nécessaire à des années et des années d'exploitation étrangère, d'anarchie et d'extrême pauvreté. Mais au IVe siècle, Chuang Tzu écrivait « Ainsi, ceux qui disent qu'ils auraient le droit sans son corrélat, le tort, ou le bon gouvernement sans son corrélat, la malgouvernance, n'appréhendent pas les grands principes de l'univers, ni la nature de toute création. On pourrait aussi bien parler de l'existence du ciel sans celle de la terre, ou du principe négatif sans le principe positif, ce qui est clairement impossible. Pourtant, les gens en discutent sans cesse. De telles personnes doivent être soit des fous, soit des escrocs. En fin de compte, bien sûr, il ne s'agit pas vraiment de soi, d'une part, faisant confiance à la nature, de l'autre. Il s'agit de réaliser que soi et la nature ne sont qu'un seul et même processus, qui est le Tao. Certes, c'est une simplification excessive, car on sait très bien que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et que les voies imprévisibles de la nature ne correspondent pas toujours à nos idées préconçues, de sorte que la foi fondamentale dans le système implique de prendre des risques. Mais sans risque, il n'y a pas de liberté. C'est ainsi que, dans une société industrielle, la pléthore de lois faites pour notre sécurité personnelle transforme le terrain en nursery, et les policiers engagés pour nous protéger deviennent des bureaucrates envahissants. Le taoïsme primitif présuppose le principe yin-yang, mais semble avoir rejeté, dans l'ensemble, une autre vision qui l'accompagnait, la théorie des 5 éléments ou énergies, Wuxing, dont le premier célèbre adepte fut Zhu Yan, maître du Yin-Yang Chia, originaire de l'état de Qi, dans le nord-est de la Chine. Il était, d'après tous les témoignages, un homme d'une immense érudition et d'une grande imagination, consulté et honoré par les dirigeants, et l'un des premiers géographes sérieux de la Chine qui souligna, entre autres choses, que la Chine, loin d'être l'empire du milieu, n'occupait qu'une partie sur 81 de la surface de la Terre. Les 5 énergies étaient identifiées, ou plutôt symbolisées, comme le bois, qui en tant que combustible donne naissance au feu, qui crée des cendres et donne naissance à la terre, qui dans ses mines contient du métal, lequel, comme à la surface d'un miroir métallique, attire la rosée et donne ainsi naissance à l'eau, et celle-ci, à son tour, nourrit le bois. Cela s'appelle l'ordre Xiangsheng, ou mutuellement croissant, des forces, et bien qu'elle puisse nous sembler totalement imaginaire, elle a l'intérêt particulier de décrire un cycle dans lequel la cause et l'effet ne sont pas séquentiels, mais simultanés. Les forces sont tellement interdépendantes qu'aucune ne peut exister sans toutes les autres, tout comme il ne peut y avoir de yang sans yin. Cependant, une approche littéraire et universitaire unilatérale du Tao ne donne rien de son essence, de sorte que pour comprendre ce qui suit, le lecteur doit maintenant, et à chaque lecture suivante, se mettre dans un état d'esprit approprié. On vous demande, temporairement bien sûr, de mettre de côté toutes vos opinions philosophiques, religieuses et politiques, et de devenir presque comme un enfant, ne sachant rien. Rien, c'est-à-dire, à part ce que vous entendez, voyez, sentez et sentez réellement. Considérez que vous n'allez nulle part ailleurs qu'ici, et qu'il n'y a jamais eu, n'est et ne sera jamais d'autre moment que maintenant. Soyez simplement conscient de ce qui est réellement, sans lui donner de nom et sans le juger, car vous êtes en train de ressentir la réalité elle-même au lieu d'idées et d'opinions à son sujet. Il ne sert à rien d'essayer de supprimer le babillage des mots et des idées qui
qui se produit dans la plupart des cerveaux d'adultes. Donc, s'il ne veut pas s'arrêter, laissez-le aller comme il veut et écoutez-le comme s'il s'agissait du bruit de la circulation ou du caquettement des poules. Laissez vos oreilles entendre ce qu'elles veulent. Laissez vos yeux voir ce qu'ils veulent. Laissez votre esprit penser ce qu'il veut. Laissez vos poumons respirer à leur propre rythme. N'attendez aucun résultat particulier, car dans cet état sans mots et sans idées, où peut-il y avoir du passé ou du futur, et où se trouve toute notion de but? Arrêtez-vous, regardez et écoutez, et restez là un moment avant de continuer ce que vous faisiez. Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien qui grandit chaque jour. Vos commentaires et vos encouragements sont comme des rayons de lumière intense qui me donnent une force renouvelée pour poursuivre cette aventure. N'hésitez surtout pas à partager vos besoins, vos idées, ou simplement à échanger dans l'espace commentaire. Merci pour votre soutien, du fond du cœur.